à ce pépite café. Donc effectivement, comme Marie-Louise l'a indiqué, on va vous présenter l'Observatoire des services clients. Donc cet observatoire, il est réalisé avec BVA, ce qui veut dire qu'on interroge 1000 Français représentatifs de la population française, mais aussi 1000 Espagnols, 1000 Italiens, 1000 Allemands, 1000 Anglais, de manière à avoir un panorama européen des attentes donc des Européens en matière de relations clients. Et cet observatoire nous permet aussi de faire évoluer la méthodologie de l'élection du service client de l'année, de manière à ce qu'on cale à chaque fois la méthodologie sur les attentes en termes d'expérience client des Français des différents pays dans lesquels nous sommes présents. Donc, tous les chiffres seront issus soit de cet observatoire, soit des résultats d'élus service client de l'année, où on a remis les prix donc, le 19 novembre. Alors, premier enseignement de cet observatoire, c'est que vous êtes tous des professionnels de la relation client, mais nos Français sont aussi devenus des professionnels de la relation client, tant par leur pratique, ils sont 78% à l'avoir contacté. Et deuxième enseignement, l'email, qui était toujours derrière le téléphone, commence à le dépasser cette année d'un point. Donc ça, c'est aussi l'effet confinement, on va dire ça comme ça, ou l'effet de la crise sanitaire. On avait plus de difficultés à gérer les canaux synchrones et donc des entreprises renvoyées vers les canaux asynchrones comme l'email. Et avec l'évolution des usages, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'écrit l'emporte désormais sur la voix en termes d'usage, avec l'arrivée de plein de nouveaux canaux digitaux, vu que nous sommes 70% des volumes, enfin des Français ont déclaré contacter un service relation client par écrit, versus 61 sur des canaux avec de la voix. Alors, effectivement, on voit que l'email est donc un des canaux qui augmente le plus, mais ce n'est pas le seul, puisqu'en fait, globalement, c'est tous les canaux digitaux, c'est-à-dire chat, application, mobile, chatbot, messagerie, qui augmentent fortement, et pas que cette année. C'est une tendance qu'on voit depuis 2 ans, puisqu'ils ont augmenté de 22% au cours des 2 dernières années. Et donc, aujourd'hui, c'est 44% des Français qui ont utilisé au moins une fois un des canaux digitaux pour contacter un service client. Alors, certains consommateurs, certains clients sont plus friands de ces canaux digitaux. Logiquement, on va retrouver plutôt des juniors. Ils sont 53% à les avoir déjà utilisés. Les catégories socio-professionnelles supérieures sont également plus utilisateurs, ainsi que les franciliens qui préfèrent très largement ces canaux digitaux. Si on regarde un premier résultat sur le panorama européen, alors les champions de toute catégorie, ce sont les Italiens, puisqu'ils sont 58% à avoir utilisé au moins une fois de ces canaux digitaux. Et puis la France, elle est plus proche, on va dire, de l'Espagne, où ils sont, eux, 43%. Dans le détail des différents canaux et de l'utilisation, donc on revoit effectivement le score de l'email à 56%, donc qui est devant le téléphone très légèrement, mais c'est la première fois depuis qu'on mène cet observatoire, depuis presque 10 ans, qu'on a ce résultat. Sur les canaux digitaux, le premier canal utilisé, c'est le chat. 28% des Français l'ont déjà utilisé au moins une fois. Et enfin, les 2 canaux qui, quelque part, portent la tendance à la hausse, c'est le chatbot et les applications ou smartphones, qui sont ceux qui augmentent le plus au cours de cette année. Alors, Ludovic, si on regarde maintenant, c'est quoi la place de la relation client dans la relation à la marque? Ah oui, à chaque fois, on a de nombreuses entreprises qui nous disent participer à élu service client de l'année ou faire évoluer sa perception de l'expérience client, c'est un chantier lourd, long, qui doit mobiliser toute l'entreprise. Il y a BETC qui a créé le X-Index justement pour mesurer ça. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'efficacité de l'expérience client, ce qui la détermine, il y a 16%, c'est la puissance de la marque, il y a 32%, c'est le parcours d'achat, mais il y a 52%, c'est-à-dire plus de la majorité, qui est déterminée par la relation qu'on entretient avec son client. Et cette relation, finalement, elle est détenue au quotidien par les conseillers, par les services clients, et on peut la faire évoluer sans investissement particulier, mais souvent avec du bon sens, avec des petites attentions et avec de la posture. Donc, même si nos marques, nos organisations sont parfois longues à évoluer,
nous, au sein de nos directions opérationnelles, on peut faire évoluer et on peut influer sur l'expérience client avec pas mal de quick wins. De la même manière, à chaque fois, et il y a 14 ans maintenant, quand on avait créé Élu Service Client de l'année, on parlait de la relation client comme un centre de coût et non pas comme un centre de profit. Depuis maintenant 11 ans, on pose la question aux Français de leur relation. Est-ce que la qualité de la relation client d'une entreprise influence l'image globale qu'ils en ont? Alors, ce sont des scores proches des dictatures. Il y a 91% des Français qui disent que la qualité de la relation client influence l'image globale qu'ils ont d'une entreprise. C'est aussi une des disciplines, finalement, qui réunit toutes les strates de l'entreprise. Parce que la qualité de la relation client, elle est bonne pour le business, c'est-à-dire développer les ventes. Elle est bonne pour, en général, gérer son churn, mais elle est aussi bonne pour nos financiers, car elle est une composante essentielle de la valorisation d'une marque. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'indice Interbrand, c'est que dans les marques les plus puissantes au monde, ce sont des marques qui investissent massivement en relation client. On a en premier Apple, en deuxième Amazon. Dans la valorisation d'Amazon, la relation client comptait pour presque 50%. Donc, c'est retenir cet investissement, il n'est pas que pour l'opérationnel, il n'est pas que pour le business. Ça réunit toutes les composantes de l'entreprise, y compris les actionnaires et nos chers directeurs administratifs et financiers. Alors, juste sur cette qualité de la relation qu'on peut avoir et l'impact sur l'image de la marque, à noter que par rapport au chiffre global de 91%, on a un chiffre qui est encore plus élevé, c'est auprès des catégories socio-professionnelles supérieures, puisqu'ils sont 94% à nous dire que ça va impacter l'image globale qu'ils auront de la marque. Alors ici, on vous a mis deux images que vous avez pu voir récemment dans la presse ou les magazines sur les campagnes de Monoprix dans ses points de vente autour de la fermeture des commerces des commerces ou des rayons non essentiels. La vraie question à chaque fois, c'est notre service client. Est-ce qu'il répond à la promesse de notre marque? Oui, non. Et est-ce qu'il est cohérent? Nous, on considère que Monoprix est peut-être allé un petit peu loin. Sur l'image de gauche, ce qu'on voit, c'est qu'il garde son ton rigolo, impertinent, lié aux enfants. Donc, les vêtements pour enfants jusqu'à 3 ans sont à nouveau essentiels. Les autres sont priés d'arrêter de grandir. À l'inverse, à droite, à nouveau, c'est dans un magasin Monoprix, on voit que les consignes ou les points de collecte Amazon ont été fermés avec une petite affichette. On n'avait pas très envie de recevoir ici ce qu'on n'a plus le droit de vendre ici. Quand on sait que Monoprix a fait un partenariat stratégique avec Amazon et que Amazon est devenu son premier magasin, en tout cas sur les produits alimentaires, c'est surprenant que de se dire en période de fermeture des rayons non essentiels, on, entre guillemets, montre du doigt son partenaire. Donc, toujours dans cette relation client, dans le comportement qu'on va avoir avec nos consommateurs, la question qui va se poser, c'est la cohérence versus la promesse de marque. Ludovic, juste une petite invitation technique de la part d'une personne sur le chat qui nous dit que au niveau du son, vraisemblablement, il faut être vigilant. Alors du coup, c'est peut-être le micro qui frotte contre des vêtements, c'est possible. Ou alors, quand il n'y a plus de prise de parole, peut-être juste de le mettre en off. Et j'en profite juste pour relayer une question où il est demandé si justement la notion de confinement avait favorisé l'émergence des canaux digitaux. Voilà, je ferme ma parenthèse et je rentre dans ma boîte. À tout à l'heure. Alors, sur cette partie-là, ce qu'on voit, c'est que pendant le confinement, et en particulier le premier confinement, plusieurs marques ont eu des difficultés à gérer des flux synchrones et en particulier des flux liés à la voix. Et ces marques-là ont renvoyé leurs clients vers des canaux qui étaient plus digitaux. Donc, effectivement, le premier confinement, en tout cas dans les études qu'on a faites, a engendré ce phénomène. La question qui se pose, c'est est-ce que cette tendance est une tendance qui va être durable ou est-ce qu'elle s'est produite juste à un instant T et derrière, tout ça va se rétablir? J'ai envie de vous dire, on pourra en juger pour l'observatoire de l'année prochaine.
Marie-Laure, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter Non, sur le sujet. non, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, mais voilà, on ne sait pas encore si c'est une habitude qui va être prise ou juste un effet d'aubaine à un moment donné. Pareil sur les canaux digitaux, les nouveaux moyens de contact, on pose chaque année la question est-ce que vous avez une meilleure image des entreprises proposant des nouveaux moyens de contact comme les réseaux sociaux, les messageries instantanées? Les scores montent d'année en année. Maintenant, on a 61% des Français qui déclarent avoir une meilleure image de ces entreprises. D'ailleurs, des PME ne s'y sont pas trompés. Là, ce que vous voyez, c'est l'image d'une camionnette d'un artisan où on voit des logos de Facebook, Twitter, etc. Et qui vous dit, on n'a rien de tout ça, mais ça fait classe. Et oui, il est nécessaire d'être présent sur différents canaux. Par contre, si vous décidez d'y aller, il faut y être de manière efficace et avec le même niveau de service que vous l'êtes sur les autres, sur les autres canaux. La question à chaque fois, encore une fois, c'est cette cohérence, c'est ce côté homogénéité du service que vous délivrez entre les différents canaux versus votre promesse. Et puis sur cette promesse justement de nouveaux canaux, il y a une clientèle bien évidemment qui est à séduire plus largement, c'est les jeunes, puisque les moins de 25 ans nous disent qu'ils sont 81% à avoir justement une meilleure image des entreprises qui vont proposer une diversification sur ces nouveaux canaux. Alors, tu en parlais un petit peu, Ludovic. Jusqu'à présent, on a vu des éléments de taux d'utilisation, d'image. Effectivement, là, on a quelques résultats sur un petit peu l'expérience vécue par les consommateurs lorsqu'ils contactent un service client, donc l'ensemble des services clients selon les canaux qu'on a vus précédemment. Donc, le score que l'on a cette année, c'est 74% des Français qui nous disent être satisfaits de la qualité de la relation offerte lorsqu'ils ont contacté les services clients, tous canaux confondus. Ce score, il est relativement bon, 74%, c'est un bon score. Ce qu'on observe par contre quand même, c'est qu'on a une baisse de 6 points par rapport à l'année dernière où on était à 80% de satisfaction. Par rapport à ses voisins européens, la France se situe pas tout à fait dans le haut du classement, puisque le meilleur, je dirais, pays, c'est l'Allemagne avec un score de satisfaction de 80%. Et nous, on va être un petit peu plus proche de l'Allemagne qui a un score de 72% de satisfaction. Alors, cette baisse de la satisfaction, elle est justement portée par quelques-uns des canaux digitaux. En fait, c'est ceux qui ont le moins bien résisté potentiellement justement à la pression qu'il y a pu avoir cette année, puisque le chat a perdu 9 points de satisfaction, alors qu'il était plutôt satisfaisant les années précédentes. La messagerie mobile, elle a perdu 10 points de satisfaction. Et un canal qui, par contre, aujourd'hui, n'arrive pas du tout à émerger en termes de satisfaction, et ce, depuis qu'on le mesure, c'est le chatbot, puisque lui, il a perdu 10 points de satisfaction cette année et qui se situe à un score de 52% de satisfaction de la part des personnes qui l'ont utilisé. Alors, on a mis en miroir de cette expérience vécue la qualité délivrée, c'est-à-dire les scores globaux issus des tests élus service client de l'année 2021. Les tests mystères, ils ont eu lieu à partir du mois de fin août, début septembre. Donc, on est complètement dans la même période. Et la note globale de l'ensemble des participants, elle est de 13,05. Donc, on est sur une note globale qui, globalement, est satisfaisante. Mais quelque part, ce que l'on observe en regard de la satisfaction, c'est qu'on a également une baisse de ce score qui est de moins 2 ou moins 3% par rapport à l'année dernière. Alors, si Ludovic, tu nous parles un petit peu peut-être des lauréats et des non-lauréats de l'élection du service client de l'année. Ce que je te propose, je vais faire une aparté sur le chatbot aussi. Bien sûr. Ce qui a été constaté sur l'observatoire et sur le terrain, au final, c'est que souvent les chatbots, ils ont besoin d'être apprenants, on a besoin de les nourrir et qu'ils répondent à des problématiques relativement simples. Lorsque le confinement ou la crise sanitaire est arrivée, d'un seul coup, on a eu beaucoup de nouvelles problématiques avec des chatbots qui n'étaient pas en capacité d'amener des réponses satisfaisantes. Là où la bonne vieille méthode du conseiller, de l'humain et d'une base de connaissances, finalement, était capable de monter en puissance beaucoup plus rapidement. Si on reparle d'élu service client de l'année et des notes qu'on a constatées, donc cette année, on a dit on a une note moyenne qui a baissé de presque 3%, de 2,68% à 13,05. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une réalité extrêmement différente entre les lauréats et les non-lauréats. Cette année, les non-lauréats ont une note globale qui baisse de pratiquement 6%. On est à moins 5,82% sur leur note, ce qui veut dire qu'ils ont 11,25. Là où les lauréats ont une note
de 16,25, qui est presque stable, elle est à moins 0,55. Donc, ce qui veut dire déjà qu'on a des courbes entre les lauréats et les non-lauréats qui sont en train de s'éloigner, là où jusqu'à maintenant, on avait ces deux populations qui progressaient, mais pas au même rythme. La deuxième chose qu'on constate entre les lauréats et les non-lauréats, on peut voir que les non-lauréats, leur note globale sur les différents canaux vont de 8 à 16,82. C'est-à-dire que la qualité de la relation qu'ils délivrent à leurs clients en fonction des canaux est relativement hétérogène. Là où les lauréats sont très homogènes sur les 4 canaux principaux que sont le téléphone, l'email, la navigation Internet et les réseaux sociaux. Ils ont des notes qui vont de 16,28 à 17,77, pardon. Et un peu moins homogènes sur le chat, mais quand même nettement supérieurs aux non-lauréats de plus de 5 points. Et on ne peut pas dire que cet écart il se creuse parce que les lauréats sont toujours les mêmes. Cette année, on a 40% des lauréats qui sont nouveaux. Ce qui veut dire que la prime cette année aussi à élu service client de l'année, dans les mesures qu'on a fait, c'est finalement aux entreprises qui ont investi ou non dans leurs relations clients et qui ont investi dans des outils, par exemple, en mode SaaS, dans des fonctionnalités qui leur permettaient de travailler à distance ou de router les flux d'une manière différente. Alors, on a 2 petits exemples. Effectivement, les entreprises qui s'inscrivent à élu service client de l'année ou qui se posent des questions avant d'aller chez élu service client de l'année, souvent on en a 2 types. On a une entreprise qui vous dit, moi je vais m'inscrire sur un temps long, je vais d'abord avoir une photographie et puis après je verrai si je peux gagner. Et puis on a des entreprises qui disent, moi je rentre cette année, c'est pour gagner. La vérité est certainement au milieu parce qu'il est rare d'arriver une première année et d'emporter la mise du premier coup. Là, vous avez 2 exemples. Vous avez en haut l'exemple 1, qui est une entreprise qu'on peut citer parce qu'elle a communiqué sur cette chose, qui est Direct Assurance. Direct Assurance a participé 5 années consécutives, avant d'être lauréat. Ils ont d'abord eu besoin d'avoir une photo à un instant T. Ils ont eu besoin après de tester des choses sur des organisations qui sont quand même relativement industrielles, où on a plus de 1000 conseillers. Et après, il y a eu une volonté de l'entreprise et une volonté stratégique de faire des investissements, d'organiser l'entreprise pour pouvoir aller chercher le titre et élu service client de l'année, et donc plus que doubler leur note finalement entre 2015 et 2020. Ce qui est intéressant dans ce cas de Direct Assurance, c'est que dans le même temps, ils ont vu tous leurs indicateurs, tant de SAT qu'économiques, progresser. C'est-à-dire la satisfaction a suivi le même chemin et le churn a régressé. Ce que disait le président de Direct Assurance à l'époque, c'était c'est notre 6e participation et la première où on gagne. Il faut persévérer, il faut travailler. Et c'est très vrai parce que dans nos grosses organisations, souvent on a de la latence au virage. Et donc nos décisions, on les voit souvent que 6 mois, 1 an, 2 ans après, entre les appels d'offres, les mises en place, etc. À l'inverse, en fonction des différents modèles, on a cette année une entreprise qui a été lauréate avec 16,20. Elle était à 10,90 l'année dernière. Donc, il est possible d'aller plus vite. Encore une fois, tout ça, ça dépend de l'agilité de l'organisation, des investissements que vous pouvez y consacrer. Et de l'investissement, il n'est pas que financier, il est humain, il est de la direction générale, il est de la reconnaissance que peuvent avoir les collaborateurs ou les services sur ce sujet, où ils sont tout simplement business, parce que dans le cas de l'exemple 2, ils avaient besoin de ce levier de la relation client pour se différencier de leurs confrères et aller gagner des appels d'offres. Alors, on a beaucoup parlé digitalisation dans les minutes précédentes. Et en fait, ce que nous disent les Français, c'est que certes, ils aiment utiliser les canaux digitaux, mais ce n'est pas antinomique avec leurs besoins de contact humain. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont le choix, effectivement, 62% des Français vont dire qu'ils vont privilégier le contact humain lors de leur contact avec les services clients. Et ils ne sont que 27% à dire qu'ils vont privilégier l'autonomie. Quand on dit autonomie, on fait référence aux applications, aux sites Internet, vraiment aux canaux où on réalise tout un petit peu tout seul. Alors, ce contact humain, il est particulièrement souhaité par les seniors et les retraités. Eux, ils sont 74%
à nous dire que c'est vraiment le moyen de contact privilégié qu'ils vont utiliser. Alors, bien sûr, on a quelques exemples et toujours quelques belles illustrations de ces échanges et de ce contact humain. Alors, ce que je te propose, Marie-Laure, on va répondre à la question d'Anifa qui nous dit nous avons une baisse de satisfaction, mais est-ce dû à l'augmentation des exigences des Français? Du côté élu service client de l'année, ce qu'on constate déjà, c'est que les exigences des Français se basent, ou même des Européens, en tout cas des différentes populations, sur les meilleures pratiques et donc sur les meilleures expériences qu'ils ont pu avoir en termes de relations clients. Et à partir de ce moment-là, quel que soit le secteur d'activité où vous êtes, votre référence est toujours la meilleure expérience. Alors, il y en a qui vont vous parler de Nespresso, d'autres d'Amazon, etc. Et donc, forcément, si vos confrères ou si des entreprises sont très bien disantes en termes de relations clients, ça devient à un moment le standard du marché. Et c'est ce qu'on voit aussi à Élu Service Client de l'année, c'est que les critères, ils ont évolué. Ils ont toujours été plus difficiles à atteindre et plus exigeants pour les entreprises. Et en même temps, les notes ont continué à monter, ce qui veut dire que les entreprises se sont adaptées. Donc oui, on a des consommateurs qui sont plus exigeants et on est obligé en permanence de remodeler nos organisations pour s'adapter à ces exigences et pour arriver à maintenir un certain niveau de satisfaction. Après, la question, c'est quel niveau de satisfaction il faut viser? Je ne sais pas si Marie-Laure, tu as un avis ou des infos sur le sujet? Alors, quel niveau de satisfaction il faut viser? J'ai envie de dire, en standard de satisfaction, nous, on a coutume de dire qu'à partir de 70% de satisfaction, on commence à être bien, qu'à 80% de satisfaction, on est très bien. Et puis après, quand on veut viser justement un petit peu l'excellence, on va aller regarder le taux de très satisfait. Alors là, on ne l'a pas fait dans le cadre de l'observatoire, hein, mais je dirais dans les organisations et dans notre quotidien à tous. Nous, c'est ce qu'on va chercher à piloter, c'est comment améliorer mon taux de très satisfait et mon taux de promoteur de la marque. Mais puisque tu parles de chance, on va y revenir puisqu'on a justement une slide juste dans 1 minute sur ce point. L'idée aussi autour des élus service client de l'année, c'était de vous faire partager l'idée que la relation client, une grande partie de celle-là, elle est le résultat de l'énergie de nos collaborateurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on dit que le sourire s'entend, on dit que la motivation s'entend, on dit que l'envie se voit. Et ben c'est exactement ça la relation client et élu service client de l'année. Et qu'on soit, donc là, les photos que vous voyez à l'écran sont des photos qui ont été prises lors des différentes remises des prix d'élu service client de l'année. Et on pourrait imaginer, si on les sortait du contexte, on serait sur un terrain de foot, en tout cas dans un stade de foot ou ailleurs. Donc, ça montre ça peut dépasser, créer des énergies, etc. Cette énergie et ce facteur humain de différenciation, Marie-Laure, si tu peux passer le slide, il existe quand on est en physique, et on avait beaucoup de doutes, nous, sur la distanciation, et on a fait la remise des prix à distance cette année, mais on l'a aussi retrouvé à distance avec des équipes qui étaient réunies derrière leurs ordinateurs et qui ont réussi à nous démontrer l'énergie que ça pouvait créer et véhiculer. Alors, en termes d'exigence, justement, il y a un critère sur lequel on a souhaité faire un petit zoom aujourd'hui, c'est le critère du temps d'attente. D'abord parce que c'est un élément fondamental de la qualité de la relation client qui est jugé dans toutes les études de satisfaction, mais également dans toutes les études mystères ou tests de conformité que chacun d'entre vous et d'entre nous pourront mettre en place. Et alors oui, bien sûr qu'il y a une évolution des niveaux d'exigence des clients pour se caler sur les meilleures pratiques, mais ce n'est pas spécifique à cette année et ce n'est pas du tout spécifique, je dirais, aux événements spéciaux de crise, de confinement qu'on vit cette année. Ici, on vous montre les résultats d'un indicateur qu'on suit à peu près tous les 2-3 ans, qui est sur les attentes des Français en matière justement de temps d'attente, d'accessibilité, de délai moyen de réponse à une demande qu'ils font à un service client. On prend l'exemple du téléphone. On a demandé aux Français, effectivement, combien d'entre eux souhaitaient avoir un temps d'attente inférieur à 1 minute lorsqu'ils contactent un service client par téléphone. En 2015, ils étaient 21% à dire que leur critère de référence était 1 minute. En 2019, c'est un chiffre d'année dernière, ils étaient 50%
à nous dire que ce temps d'attente devait être inférieur à 1 minute. Si on prend le canal email, c'est un petit peu la même tendance. En 2015, 55% souhaitaient une réponse dans la journée. En 2019, 90% souhaitaient une réponse dans la journée. Et on ne sera pas étonné de voir sûrement l'année prochaine ou dans 2 ans qu'ils souhaiteront une réponse dans la demi-journée parce que ça devient finalement des pratiques que l'on observe aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé cette année, justement? On a mis en regard ces résultats avec ceux des tests mystères élus service client de l'année. Et oui, il y a eu une pression un petit peu plus forte sur les services clients qui a engendré une légère dégradation de ces temps de réponse, de ces accessibilités qu'on avait aux différents services. À titre d'exemple, sur le téléphone, l'année dernière, 84% des tests mystères donnaient lieu à une prise en charge de l'appel au téléphone en moins de 4 minutes. Cette année, c'est 79%, donc on a une baisse de 5 points. Et pareil, l'année dernière, le délai moyen de réponse à un email, alors c'est très précis, attention, c'était 6h17 minutes. Cette année, on est passé à 7h43 minutes. L'idée, c'est juste pour montrer que oui, effectivement, les entreprises ont eu un petit peu plus de mal à respecter leurs engagements ou du moins à continuer à progresser sur ces engagements de délai de réponse ces années. Au niveau européen, juste pour vous dire qu'en fait, les 2 pays où les niveaux d'exigence des consommateurs sont les plus élevés, c'est les Espagnols et les Italiens. Sur le téléphone, par exemple, ils sont plus de 65% à dire qu'ils veulent avoir une réponse en moins d'1 minute. Donc, voilà, encore quelques enseignements à voir aussi, pourquoi pas à l'étranger. Pour compléter cela, Marie-Laure, ce qu'on voit en fait, c'est que le temps des clients s'accélère et ce qui nécessite que le temps des entreprises s'accélère aussi et qu'à un moment, on a du mal à réunir ces deux courbes. Si on a la nécessité de faire ça, ce n'est pas non plus que pour la satisfaction, c'est aussi pour éviter la réitération. Parce qu'à partir du moment où un client a une attente d'un certain délai qui lui paraît la norme, en fait, passé ce délai, en général, il va réitérer sa demande. Et donc, d'un seul coup, on se retrouve avec des services clients qui sont dans des cercles, dans des spirales un peu infernales, avec la multiplication des demandes pour un même objet. Donc, le challenge de respecter le délai, et en particulier sur les demandes asynchrones, c'est un challenge aussi de ne pas engorger son service client, son service réclamation, avec des multitudes de demandes pour le même objet. Alors, petit zoom spécifique qu'on a fait cette année, effectivement, et qui nous avait été guidé justement par les intuitions qu'on avait suite au confinement, c'est savoir si effectivement la relation à distance, puisque c'est bien que des canaux à distance qu'on juge dans cet observatoire, en tout cas auquel on s'intéresse dans cet observatoire, est-ce qu'elle va avoir tendance à s'intensifier et est-ce que les Français souhaitent finalement être de plus en plus en contact avec canaux à distance? Alors, très clairement, ils sont 50% à nous dire que oui, ils envisagent de contacter de plus en plus les services clients avant de se déplacer physiquement dans un magasin, par exemple, ou en tout cas dans un espace. Et puis, au niveau des profils, c'est par exemple au niveau des CSP+, ils sont 54% à nous dire que oui, ils vont d'abord regarder le site internet, l'application, pourquoi pas poser une question sur un chat avant effectivement d'aller physiquement dans un espace. Alors, on a une petite question pour vous maintenant. Voilà. Avant de passer sur une thématique un tout petit peu différente, c'est est-ce que vous vous souvenez quel était le taux de satisfaction global des services clients en 2020? Alors, Marie-Caroline, je te laisse. En fait, je ne vois pas la partie. Ah, voilà, parfait. Donc, vous avez 3 réponses possibles. Est-ce que c'était 74%? Est-ce que c'était 80%? Ou est-ce que c'était 90%? On vous laisse une dizaine de secondes. Marie-Laure, la Jean-Pierre Foucault de la relation client. C'est ton dernier mot. Donc, on pourra mesurer la marge de progrès après. Hop. Tu as toutes les réponses, Marie-Caroline? Oui, ça répond encore, mais je pense qu'on peut arrêter. OK. Alors, j'espère que vous avez tous répondu, puisqu'effectivement, le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, c'était 74% des Français qui se déclaraient être satisfaits cette année des services clients. Voilà, Marie-Laure, ils sont 70% à avoir répondu la bonne réponse.
Eh ben, bravo. Super. Marie-Laure, je te propose de revenir quelques secondes sur le slide et demain. Sur et demain, en dehors du fait qu'on ait 50% des Français qui disent qu'ils vont contacter un service client avant d'aller en magasin, ce qu'on voit, c'est que les trois motifs pour contacter un service client, c'est la prise de rendez-vous. Donc, je prends rendez-vous avant de me déplacer dans le magasin pour être sûr de pouvoir accéder à ce magasin. La disponibilité d'un produit, je me déplace pour être efficace ou je réserve ce produit pour pouvoir partir en mode plutôt click and collect. Ce qui va poser aussi des vraies questions demain dans nos organisations. Souvent, on a opposé les canaux à distance et les canaux physiques avec un directeur de la relation client et de l'expérience client et un directeur de la distribution ou de l'enseigne. Là, on voit que ces deux canaux vont être obligés de travailler de plus en plus en étroite collaboration. Donc, ça pose la question de nos organisations liées à ça. Ça pose aussi la question de nos systèmes d'information. Pour certaines enseignes, par exemple, on a des stocks qui sont dissociés entre le à distance et le physique. Là où de plus en plus, il va falloir que tout ça soit mutualisé et accessible à tous. C'est pour ça qu'on a la faiblesse de penser que la relation client à distance, est une sorte d'avenir du retail physique qui, pour l'instant, ne va plus pouvoir jouer sur des flux et l'augmentation de ces flux, mais sur je dois faire venir dans mes magasins le client qui sera en capacité d'acheter pour maximiser mon taux de transformation. Alors, on va parler maintenant un petit peu réclamation, un sujet qui nous concerne tous. Déjà, 52% des Français nous disent qu'ils ont contacté un service client pour faire une réclamation cette année. C'est bien évidemment le motif de contact le plus élevé. On leur demandait également s'ils avaient contacté les services clients pour des SAV, pour souscrire des abonnements, pour avoir des informations. Mais le motif de contact qui ressort en premier, c'est donc la réclamation avec 52% des Français qui en ont déjà fait une cette année. Dans tous les pays européens, c'est le motif de contact le plus élevé. Par contre, pas forcément dans les mêmes proportions. En France et en Espagne, on dépasse les 50%. Dans les autres pays, ça peut être un petit peu inférieur. Alors, ensuite, quels sont les Français qui vont faire le plus de réclamations? Alors, ce sont les Franciliens. Franchement, la palme, 65% des Franciliens ont déjà fait une réclamation cette année. Et ceux qui en font le moins, ce sont les jeunes de moins de 25 ans, puisqu'ils ne sont que 40%. Alors ensuite, l'état d'esprit des Français et des Européens lorsqu'ils font une réclamation. On dit souvent que les Français sont râleurs. Et en fait, ce qu'ils nous disent quand on leur a proposé de décrire leur état d'esprit lorsqu'ils contactent un service client pour une réclamation, 41% des Français disent tout simplement qu'ils sont agacés ou qu'ils sont déçus finalement par le contact qu'ils ont avec le service client. C'est le chiffre le plus élevé de tous les pays européens. Et un des pays qui a le chiffre le plus bas, c'est notamment, on a l'Allemagne avec 31%, l'Italie 25% ou l'Espagne avec 30%. À l'opposé, on sait et on dit toujours qu'il est très important de resatisfaire un client réclamant ou un client insatisfait. Donc, le but, normalement, lors d'un contact, d'une réclamation, c'est finalement d'arriver à rendre ce moment le plus agréable et à donner confiance, à donner envie au consommateur de rester avec la marque et de poursuivre, je dirais, son histoire avec la marque. Alors, en France, on a envie de dire que les entreprises ne sont pas tout à fait au rendez-vous, puisqu'il y a seulement 19% des Français qui nous disent qu'ils sont agréablement surpris par un service client lorsqu'ils le contactent pour une réclamation. Et alors, complètement à l'opposé, on va trouver l'Allemagne, où 32% des Allemands, eux, sont satisfaits et sont surpris agréablement lorsqu'ils ont un contact avec un service client pour une réclamation. Marie-Laure, peut-être une question, parce que quand on parle réclamation au client, forcément, il y a le François Pignon du sujet qui sort de sa boîte. Par rapport au… Et peut-être n'avez-vous pas les éléments sous le coude. A priori, donc, les Français contactent-ils en proportion autant les services clients que les autres acteurs européens, a priori, moins, c'est ça, non? Et du coup, l'interprétation, mais alors, là, du coup, on est vraiment sur l'interprétation. Alors, pas forcément moins. En fait, c'est un petit peu moins. Disons que dans les pays européens, ceux qui contactent le plus les services clients, on a les Italiens et les Allemands. On a un chiffre, en fait, qui est le nombre de fois ou le nombre de canaux différents qu'ils ont contacté un service client. Et c'est vrai que le chiffre de la France est un petit peu en dessous
de celui des canaux différents, en tout cas, par exemple, que l'Italie ou l'Allemagne. Parce qu'une des interprétations, mais qui n'est qu'une interprétation, et c'est vraiment au débeauté, aurait pu être qu'effectivement, les Français contactent moins les services et ne les appellent finalement que lorsqu'ils n'ont vraiment plus le choix. Et donc, la situation avec la marque MARQE, je précise, est telle que j'ai vraiment pas le choix et il faut que je me boxe le service client pour avoir une solution. Et en fait, vu peut-être, une fois de plus, y aurait-il des appels que dans des situations qui, du coup, sont les plus extrêmes, difficile de resatisfaire un client quand on est vraiment sur le sommet des gens pas contents. Pas tout Mais à fait, c'est juste une interprétation. Non, en fait, par exemple, pour un service Ok. après-vente, il y a 42% des Français qui vont contacter les Ouais. services clients pour un service après-vente. Et après, on a 4 motifs de contact qui sont autour des 20-25%. C'est souscrire à un abonnement, résilier un service, modifier des données personnelles et avoir des renseignements avant d'acheter. Donc, on a vraiment quand même Ok. une multitude d'occasions de Ouais, ok. Très bien, voilà, c'était juste pour la question de François Pignon. Merci beaucoup. Compris. Alors, on voulait vous parler également émotion. Alors, en fait, on sait qu'effectivement, pour qu'un client soit ambassadeur, il faut qu'il soit satisfait. Et puis, on parle souvent de l'expérience mémorable ou de la règle du pick and end. Finalement, est-ce qu'il a vécu une émotion très positive ou une émotion très négative lors de son contact? Et finalement, qu'est-ce qui va en rester comme souvenir sur le moyen terme ou sur le long terme? Et finalement, pour impacter, donc, comme on l'a vu au début, l'image globale qu'on peut avoir de la marque au travers des services clients. Donc, on s'est posé la question, effectivement, de mesurer un petit peu où en étaient les services clients par rapport à ces pics d'émotions. Alors, chez BVA, on a un modèle qui s'appelle EPIC, sur lequel on mesure 4 émotions: la surprise, le fait d'être privilégié, l'intérêt et le fait d'être écouté et surpris. Donc, on a posé ces 4 questions dans l'observatoire. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors, on s'aperçoit déjà que 40% des Français considèrent qu'ils ne se sentent ni considérés ni surpris dans le cadre de leur relation client avec des services clients. Tout à l'heure, on a vu un petit peu le résultat de l'Allemagne qui était relativement plus positif sur les pics d'émotions positifs lors d'une réclamation. Mais là, c'est un petit peu aussi pareil, puisqu'en Allemagne, ils ne sont que 26% à ne pas se sentir considérés et surpris. Ensuite, il y a un autre moment épique sur lequel les entreprises françaises sont plus au rendez-vous, c'est l'écoute et la confiance. 85% des Français nous disent que oui, ils se sentent parfois ou souvent écoutés ou en confiance lorsqu'ils contactent un service client. Donc, le chiffre est plutôt positif. Par contre, ce qu'on a regardé, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement ce pic d'émotion, lorsqu'il est bien intégré dans les gestes métiers et dans les process finalement de l'ensemble des services clients, est-ce qu'il procure réellement de la satisfaction? Est-ce que c'est un accélérateur de satisfaction ou est-ce qu'au contraire, il va être décélérateur de satisfaction? Alors, vous avez la réponse sur le graphique avec les petites barres rouges et bleues. Par exemple, lorsqu'il y a un contact par téléphone, la satisfaction globale, moyenne, tout type de contact confondu, elle est de 76%. Si le client considère qu'il est souvent ou parfois écouté ou en confiance, on va avoir un gain de satisfaction de 11 points. C'est-à-dire qu'on grimpe à 87%. On s'approche quand même des très bons scores, presque des 90%. Par contre, si le consommateur nous dit « non, je ne me sens jamais écouté ou en confiance », on perd 24 points de satisfaction, ce qui vous amène quand même un score de 52%, qui globalement, si moi j'étais, je dirais, c'est pas bon du tout. Donc oui, ces moments d'émotion, au-delà du fait de se dire c'est bien effectivement de mettre des gestes plus et de mettre de l'émotion dans nos contacts, ils ont un réel impact sur la satisfaction client. Et ce que vous voyez aussi sur cette slide, c'est que c'est vrai sur tous les canaux de contact. Alors, dans des proportions un petit peu différentes. Donc, nous, on a envie de dire, ben oui, cette règle du pick and roll, il faut la suivre, il faut regarder qu'est-ce qui peut être facteur d'émotion, comment est-ce qu'on peut appliquer ces facteurs d'émotion dans nos gestes métiers, dans nos différents supports de contact pour justement créer de la satisfaction auprès de nos clients. Et puis, on a beaucoup aimé une phrase effectivement de Decathlon, Dorothée Monsigny, qui nous disait « Le client est écouté et conseillé comme s'il était notre meilleur ami ». Et on trouve que ça représente très, très bien effectivement ces pics d'émotion que l'on peut avoir lors des contacts. Alors, on a d'autres témoignages, peut-être Ludovic, je ne sais pas si tu veux quelques mots. Ah, tu n'as pas le micro, Ludovic.
Pardon, j'avais suivi le conseil de Marie-Louis et non, Il faut pas l'idée, beaucoup c'est de se dire si on fait tout ça, en dehors de satisfaire nos clients, etc., c'est aussi pour les résultats économiques de nos entreprises et en tout cas pour les amener à des niveaux satisfaisants. Dans une interview de Julien Tanguy, qui est le directeur général d'Edenred, ce qu'il disait, lui, c'est on est capable de vendre un produit plus cher parce qu'on a une qualité de service client remarquable. Donc, la qualité du service client permet, en dehors de la qualité du produit, aussi de justifier une différence tarifaire ou de maintenir un certain niveau de marge. L'autre chose qu'il disait, c'est que ce qu'il demande à ses collaborateurs, c'est d'oublier les procédures internes de l'entreprise que le client ne doit pas connaître et de se mettre à sa place. En fait, c'est d'essayer de créer une conversation, une discussion entre l'entreprise et le client, là où souvent on va retrouver des choses un petit peu robotisées qui font jaillir d'autres sentiments chez les clients. Et puis avec ce que tu nous as montré aussi, Marie-Laure, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le challenge, c'est pas tant l'effet waouh, c'est déjà de répondre à sa promesse et aux fondamentaux et aux basiques en faisant naître des émotions pour finalement avoir le supplément d'âme auprès de nos clients. Alors, puisqu'on aime bien les questions-réponses, on vous a proposé un deuxième petit quiz, savoir si effectivement vous vous souvenez combien de Français sont agacés lorsqu'ils appellent ou contactent un service client pour une réclamation. Alors pareil, on va vous proposer 3 réponses. Est-ce que 31% des Français se disent agacés? Est-ce que 41% des Français se disent agacés? Ou est-ce que tous les Français se disent tout simplement agacés lorsqu'ils contactent un service client? Pareil, Marie-Caroline, je te laisse le décompte. Voilà, il vous reste 10 secondes. Voilà. Le décompte. Mais il y a une bonne tendance. Voilà. Voilà, je vais arrêter. Donc, il y a très peu de personnes qui se sont laissées prendre au piège. La bonne réponse était effectivement 41%. Donc, vous êtes voilà, 79% donc, à avoir répondu à cette bonne réponse. Merci à tous. Alors, un petit peu pour résumer et avant de passer peut-être à une partie questions-réponses plus globale, on voulait vous diffuser une petite vidéo, ça dure 1 minute 39 très précisément, voilà, qui résume effectivement l'ensemble qui résume les principales informations que vous avez sur cet observatoire des services clients. Et cette vidéo, vous pourrez également pouvoir y avoir accès. Elle vous sera remise avec l'ensemble d'autres éléments de ce webinaire. Alors, je lance. Voilà. Non, c'est bon. Voilà, une seule fois. Alors, peut-être qu'on peut laisser… Est-ce que vous avez des questions-réponses, Marie-Louis, Ludovic, parce que moi, je ne les vois pas. Donc, Alors, moi, j'ai une
question de Gaëtan Maillet qui disait bonjour, avez-vous une mesure sur la symétrie des attentions entre les meilleures enseignes sur la relation client et le bien-être des collaborateurs en entreprise? Alors Gaëtan, je crois qu'il existe plusieurs choses. Il y a la partie symétrie des attentions. Il y a un prix qui est promu par Thierry Spencer autour de ça, sur le principe. Et je crois que d'ailleurs, on a Cofidis aussi qui est présent sur ce webinaire, qui a été lauréat, si je dis pas de bêtises, sur le sujet. Après, il y a aussi des mesures qui sont plus des mesures que sur le COS, qui là sont des mesures sur l'orientation client, donc le fait que les collaborateurs sont orientés clients et les niveaux de satisfaction. Peut-être, alors je ne sais pas si au niveau des services clients de l'année, il y a des mesures ou même BVR qui sont prises éventuellement pour voir une corrélation entre peut-être la satisfaction des collaborateurs ou l'engagement des collaborateurs. Je ne sais pas s'il y a une dimension. C'est justement ces mesures de type COS, en fait, vérifier l'engagement auprès de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise qu'ils ont vis-à-vis de la culture client et de le mettre en parallèle, effectivement, des autres mesures qui peuvent être mises en place. D'accord, très bien. Donc, effectivement, le COS, donc BVA opère le COS, donc, qui est le coefficient d'orientation client. Ok, top. Bah, du coup… Il y a ça indirectement, on le voit aussi à travers les photos qu'on vous a montrées tout à l'heure dans la présentation, c'est que c'est rare de voir ses collaborateurs excités, heureux comme sur un terrain de foot, etc. Et en fait, la relation client, ça peut provoquer ça. Ouais. Une bonne relation client stimule. Alors, en fait, temps de crise, c'est très bien. Alors après, il y a deux commentaires. Alors moi, je les ai regardés de manière un peu particulière. En fait, là, ce qui m'était venu en tête, c'était la phrase dans c'est pas la grande vadrouille, c'est la folie des grandeurs. Bon, les riches, c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. C'était sur ton slide, justement, où tu évoquais que finalement, on se retrouve aujourd'hui avec les entreprises qui performent, qui semblent, alors si ce n'est s'envoler, mais être en tout cas sur une dynamique très positive. Et puis celles qui sont un peu à la traîne, effectivement, qui commencent à piquer un petit peu plus du nez. Ça, c'était un premier élément. Et puis, donc, voilà, est-ce que tu confirmes? Et puis, deuxième question, peut-être pour Marie-Laure ou pas, c'était tout à l'heure, si par rapport à tout ce qui est en termes de délai, de temps, les gens attendent finalement plus, moins, est-ce que finalement, c'est pas d'avoir beurre, l'argent du beurre et la fille de la crémière en même temps? Et s'il y avait des arbitrages sur lesquels devrait-il porter? Voilà. Honneur aux dames, je vais laisser Marie-Laure répondre. Les consommateurs, ils ne sont pas là pour faire des arbitrages d'investissement. Hein. Nous, les consommateurs, quand on leur demande ce qu'ils veulent, bien sûr qu'ils veulent une réponse fiable, juste, avec un délai le plus court possible, avec pourquoi pas de l'émotion, avec un conseiller qui leur donne une relation privilégiée, une relation personnalisée, et pourquoi pas qu'il les fait sourire à la fin de l'appel. Voilà, si on a fait tout ça, tout va bien. Bon. Après, s'il y a des arbitrages à faire, on sait que le délai de réponse, c'est un des critères fondamentaux. Et tant qu'il est à un niveau acceptable, il ne va pas détériorer la satisfaction. C'est lorsqu'il va dépasser, par exemple, on voit avec les standards des Français, c'est 1 minute, c'est une journée. Si effectivement vous répondez au mail en 5 jours, vous allez largement au-delà, on va dire, du niveau d'attente, donc vous allez dégrader la satisfaction. Par contre, entre la demi-journée et la journée aujourd'hui, bien sûr, c'est totalement acceptable. Et pourquoi se mettre la pression à la demi-journée quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la journée qui est le critère d'attente des Français. Mais néanmoins, le critère qui est le plus fondamental aujourd'hui pour tout le monde, c'est la qualité de la réponse. C'est avant tout, effectivement, que j'ai une réponse complète, que j'ai une réponse juste, que j'ai du conseil, qu'on m'apporte finalement de l'information et l'information que je recherche par rapport à mon contact au service client. Ça reste quand même le fondamental. Donc, on peut dire que le fond importe encore un petit peu plus que la forme aujourd'hui, ce qui rassure quelque part. Voilà. Oui, quand même. Ouais. Et le fond importe, c'est-à-dire que la réponse, il faut qu'elle soit juste et il faut qu'elle soit complète. En fait, la difficulté qu'on a, et aussi dans les mesures de satisfaction, c'est ce qu'on voit en fonction de quand on va mesurer cette interaction, c'est qu'on a, en tout cas, nous on le voit sur la service client, souvent on a des réponses justes, mais qui ne vont pas au fond des choses, et ce qui fait que potentiellement votre client, il va vous rappeler dans une semaine sur la même problématique. Un exemple tout bête de réponse juste mais pas complète, c'est par exemple vous modifiez vos coordonnées bancaires pour un prélèvement. Ce qui est important, en plus de dire que ça a été pris en compte, etc., c'est d'indiquer à partir de quelle date ça va entrer en vigueur.
Parce que si le prochain prélèvement, il ne se passe pas au bon endroit, etc., le client, à nouveau, il va vous rappeler. Donc, à chaque fois, et on voit souvent que sur les réponses, le côté engagement, et en particulier le côté engagement de délai, pose encore question aux entreprises pour le moment. Il y avait une question. Alors, Marie-Louis, vas-y. Peut-être pour répondre sur les entreprises qui performent ou pas, ce qu'on voit cette année, je me suis peut-être un peu mal exprimé, c'est qu'on a 40% du palmarès qui a été renouvelé. Donc, ce ne sont pas toujours les mêmes qui performent. Et il y a eu justement des changements du fait. Donc, voilà, il y a un écart qui se creuse parce que ceux qui délivrent un bon niveau de service délivrent un niveau qui est plutôt très bon et qui se maintient, là où les autres ont eu une note qui s'est dégradée et qui s'est dégradée de plus de 6%. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes, même si on a des champions. Mais par exemple, tu vois, on n'a plus qu'un seul lauréat qui est lauréat depuis plus de 10 ans. C'est Total. Là où avant, on avait 3, 4, 5 entreprises qui caracolaient à ce niveau-là. Dont un qui te remercie d'ailleurs de lui avoir fait vivre de bons souvenirs en illustrant par une de ses photos d'une ancienne remise de prix. Voilà, je n'en dirai pas plus, il se reconnaîtra. C'est Thomas. Exactement. C'est pas très RGPD ce que tu dis. Tu as donné un nom personnel. Ah, pardon. Non. Monsieur X, alors. C'est Monsieur X, exactement, qu'on salue. Sur les autres questions, alors, je ne sais si tu en as certaines que vous souhaitiez embarquer en priorité. Je vais en lire une. Ah oui, il y a une question qui avait été posée sur le chat avant d'aller sur les Q&R qui ont été posées sur l'appli. C'était justement en cas de fort flux de demandes, faut-il prioriser entre guillemets un canal téléphonique ou un canal mail? Voilà. Je crois qu'on est bien au-delà des services clients de l'année, mais de par votre expérience, votre expertise, voilà, qu'est-ce que vous souffleriez, même si ça doit dépendre évidemment de la nature de l'entreprise. Alors, de par l'expérience et les enquêtes qu'on a pu faire, déjà, ce qu'il faut faire, c'est jouer la transparence. C'est-à-dire, un client, il accepte d'être dégradé sur un canal, etc., à partir du moment où il explique. Quand Marie-Laure disait tout à l'heure, on peut dégrader le temps de réponse. Oui, on peut le dégrader et annonçons-le. C'est-à-dire, quand il y a des forts flux, envoyer un message en disant, voilà, en ce moment, on a une activité qui est particulière, on va vous répondre sous 2 jours ouvrés. On est en train de s'occuper de vous. C'est moins gênant que de ne pas envoyer de réponse, d'accuser réception et de répondre sous 2 jours ouvrés. Donc, la première chose, c'est déjà annonçons la chose de manière à être transparent avec notre client et qu'il soit informé de ce qui va se passer. La deuxième chose, et c'est ce qu'on fait des entreprises, il est plus simple de gérer des stocks d'emails que de gérer des flux. Parce qu'on a la problématique de la prévision et de mettre le bon nombre de collaborateurs immédiatement devant leur téléphone pour pouvoir y répondre. Donc, il peut être malin, effectivement, d'orienter ses clients vers des canaux de stock. Donc, ce sont des canaux écrits dans les cas où on rencontre des difficultés comme ce qui s'est passé sur les derniers mois. Okay. Donc, pour paraphraser, expliquons. Ouais. Pour paraphraser Émile dans la cité de la peur, on peut dégrader une fois 1000 clients, mais on ne peut pas dégrader 1000 clients. Non, je ne me rappelle plus. 1000 clients, le même client. Bref, c'est ça. Exactement. Sur les questions qui nous ont été posées sur le chat, je la lis au débeauté. Vous avez mentionné la satisfaction vis-à-vis des chatbots à 52%. Oui. Savez-vous s'il y a une différence entre les chatbots complètement autonomes, puis ceux qui proposent un recours à l'humain en cas de réponse non satisfaisante? Pourrions-nous avoir le nom de la personne qui a posé la question? Alors, clairement, non. On n'a pas cette information au niveau de l'observatoire d'un point de vue du consommateur. Là, on est vraiment du point de vue du client qui est derrière son écran. Et voilà, lui, on n'y a pas posé la question en ces termes. Après, voilà, c'est une question qu'on a souvent, mais je pense que ça serait difficile d'avoir la perception du client à froid, puisque nous, on est sur une perception à froid. Et finalement, là, par rapport à ses expériences de l'année, je pense que c'est des choses qu'on peut avoir sur des perceptions à chaud, juste après un contact sur des mesures de satisfaction en temps réel, mais qu'on ne peut pas, nous, avoir à ce niveau de détail. Alors, Marie-Chantal, pour compléter la réponse, on a quand même posé la question sur les chatbots il y a 1 an ou il y a 2 ans dans l'Observatoire. Ce que les Français nous disaient, c'est qu'ils étaient 50% grosso modo à pas être capables d'obtenir une réponse par un chatbot.
et qu'il mettait plutôt des notes de satisfaction très élevées quand le chatbot, naturellement, renvoyait vers un conseiller, en tout cas permettait la mise en relation avec un conseiller ou un humain derrière. Le challenge, encore une fois, là-dessus, c'est quoi? C'est l'omnicanal. C'est est-ce que j'ai un applicatif qui me permet de gérer tous les canaux et j'ai un humain qui va intervenir au moment de vérité ou au moment à forte valeur ajoutée? Et donc, pour amener la réponse… mais ce que nous disent les Français, c'est qu'il veut arriver en ayant sa réponse et sans se répéter. C'est-à-dire qu'il considère que quand il échange avec le collaborateur a connaissance de l'échange qu'il a pu avoir sur le chatbot. Après, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que le chatbot, il est couplé tout simplement au chat et qu'on a toute une première partie qui est l'entrée en relation, l'identification, etc., qui se fait via un chatbot. Et à nouveau, on passe sur un chat, c'est-à-dire avec un conseiller, sur la partie à forte valeur ajoutée. Une question alors qui du coup méritera peut-être qu'on revienne sur les chiffres ou que vous reveniez vous, internaute, si vous le souhaitez, sur les chiffres qu'on vous adressera. Il y a une question qui peut donner lieu effectivement à une contradiction qui disait certains chiffres sont difficiles à s'approprier, 74% des Français sont satisfaits versus 41% sont agacés. On peut être satisfait et agacé à la fois. Les 41%, c'était alors les 41%, c'était uniquement dans le cas d'une réclamation. C'est ça, c'était réclamation. C'est ce qui me semblait. Uniquement dans le cas d'une réclamation. Il faut faire attention. Voilà, ouais. Du coup, on vous invitera à reprendre les chiffres dans les présentations une fois de plus seront adressées, puis si vous le souhaitez, via le site de BVA dont on vous enverra l'adresse internet. Voilà, qui est là, vous pourrez les télécharger tranquillement. Ces informations. Je reviens également sur ce que nous disait Thomas de Cofidis et qui nous disait qui nous confirmait qu'effectivement l'Académie du service a mis en place un label symétrie des attentions. Alors j'ai plus le wording exact, mais je crois que c'est collaborateur heureux, client satisfait ou quelque chose comme ça pour le paraphraser, et qui prend en compte justement à la fois l'avis, je crois, des collaborateurs, des clients et je crois des process internes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'était je crois une des questions de Gaëtan sur la notion d'orientation client, donc il y a le COS et puis la notion de symétrie d'attention à travers un label.